Je peux le défendre, a déclaré la pauvre fille de 8 ans après que l'avocat a abandonné le jeune millionnaire au tribunal. Avant toute chose, voyons à quel point nous sommes connectés. Que voyez-vous depuis votre fenêtre en ce moment? Le marteau était sur le point de tomber lorsqu'une petite voix a tranché le silence tendu du palais de justice de Manhattan comme une lame dans la soie. Je peux le défendre. Dans la salle 7. Tous les regards se tournèrent vers l'auteur de cette déclaration audacieuse. Là, au dernier rang réservé aux spectateurs, se tenait Emma Johnson, 8 ans. Ses baskets usées touchaient à peine le sol. Sa robe rose délavée était 2 tailles trop grande, et ses boucles brunes étaient retenues par un élastique tendu, visiblement passé de beaux jours. Mais ses yeux bruns brûlaient d'une détermination suffisamment féroce pour rendre envieux les avocats chevronnés. Le juge Harrison. Un homme sévère d'une 60aine d'années qui avait presque tout vu au cours de ses 30 années sur le banc, retira ses lunettes et regarda fixement. Jeune fille. Ce n'est pas un endroit pour jouer. Emma s'avança dans l'allée, le menton levé malgré le tremblement de ses petites mains. Je ne plaisante pas, votre honneur. Je connais la loi et je sais qu'il est innocent. À la table des accusés, Michael Thompson, 28 ans, leva les yeux, surpris. Épuisé. L'héritier de Thompson Industries luttait contre des accusations de fraude depuis 6 mois, voyant sa vie se dégrader à mesure que les preuves s'accumulaient contre lui. Son propre avocat, Richard Davis, venait d'annoncer son retrait, invoquant des divergences irréconciliables avec son client. Mais Emma avait vu ce que les autres n'avaient pas vu. Elle avait observé Richard Davis chuchoter avec urgence dans son téléphone pendant la récréation, avait remarqué ses regards vers la femme en tailleur bleu marine, assise 3 rangées derrière le procureur. Victoria Sterling, fiancée de Michael depuis 2 ans, était assise, calme, ses doigts manucurés crispés sur un sac à main de créateur. Votre honneur. Poursuivit Emma, sa voix devenant plus ferme à chaque mot, j'étudie cette affaire depuis 3 semaines. J'ai lu tous les documents déposés, entendu tous les témoignages. M. Thompson est victime d'un coup monté. Et je peux le prouver. La procureure, Linda Morrison, une femme au visage sévère, s'est moquée bruyamment. Votre honneur, c'est absurde. Nous ne pouvons pas permettre à un enfant d'interrompre un procès fédéral. Le juge Harrison leva la main. Il y avait quelque chose dans l'assurance d'Emma, quelque chose de profondément sincère. Que prétendez-vous exactement, jeune fille? Le cœur d'Emma battait fort. Mais elle pensait à la voix de son père, douce et posée. Parfois, la plus petite voix dit la vérité la plus forte. Chérie. Son père, Robert Johnson, était assistant juridique avant d'être emporté par un cancer il y a 2 ans. Il avait enrichi l'esprit curieux d'Emma de connaissances que la plupart des adultes ne possédaient pas. J'invoque un complot, votre honneur. Monsieur Davis n'est pas parti à cause de désaccords. Il est parti parce que quelqu'un l'a payé pour perdre. Quelqu'un qui a intérêt à ce que Monsieur Thompson soit emprisonné. Le masque soigneusement composé de Victoria Sterling glissa un instant. Ses jointures blanchirent autour de la poignée de son sac. Michael se pencha en avant, une lueur d'espoir illuminant ses yeux verlas. Comment as-tu pu savoir ça? Parce que j'ai pris des notes, interrompit Emma en sortant un petit carnet de la poche de sa robe trop grande. Et les avocats ne sont pas les seuls à savoir quand quelque chose cloche. Le juge Harrison a étudié l'enfant devant lui, cette fille dont la voix portait plus de conviction que la plupart des avocats qui l'avaient entendue. Comment t'appelles-tu, jeune femme? Emma Johnson, votre honneur. Mon père disait toujours que la justice ne se résume pas à celui qui a le plus d'argent ou les mots les plus beaux. C'est une question de vérité. La galerie murmurait. Les journalistes se penchaient, pressentant une histoire qui allait faire la une des journaux. Il ne s'agissait plus seulement d'une fraude d'entreprise. C'était David contre Goliath, et David portait du rose acheté dans une friperie. Votre honneur, dit Richard Davis, essayant de se reprendre. Nous ne pouvons certainement pas admettre ce fantasme. Elle n'a aucune autorité légale. Aucune accréditation. Mais j'ai des yeux, rétorqua Emma, et je sais compter. Monsieur Davis. Pourquoi avez-vous reçu 3 versements de $50 000 chacun le mois dernier? Tous issus d'un compte offshore enregistré au nom de Sterling Enterprises. Un silence stupéfait s'abattit sur la salle d'audience. Victoria Sterling pâlit. Richard Davis semblait avoir été frappé. Le juge Harrison a abaissé le marteau.
Maître Davis? Je crois que nous devons avoir une conversation très sérieuse. Quant à vous, jeune femme, ce tribunal doit entendre tout ce que vous avez découvert. Emma hocha lentement la tête. Elle savait que dans les minutes qui suivraient, elle pourrait soit sauver un innocent, soit anéantir son dernier espoir. Mais elle savait aussi que son père serait fier. Parce que le courage, lui disait-il toujours, n'était pas l'absence de peur, mais plutôt le fait de faire ce qui est juste malgré elle. Face à une salle d'audience pleine de sceptiques, Emma ne s'était jamais sentie aussi prête. La bataille ne faisait que commencer. Le juge Harrison se pencha en avant, les mains jointes sur le banc. « Jeune fille, ce sont des allégations graves. Comprenez-vous ce que vous dites? » « Je comprends parfaitement, » répondit Emma d'une voix calme, les doigts crispés sur son carnet. Dire la vérité n'est jamais mal. Même quand elle est terrifiante. Victoria Sterling s'agita sur son siège. Ses ongles manucurés s'enfonçaient dans ses paumes. Elle jeta un coup d'œil à Davis et fit un geste subtil vers la porte. Mais l'avocat resta figé, la sueur perlant sur son front. « Allez-y, mademoiselle Johnson, » dit doucement le juge. « Dites-nous ce que vous avez observé. » Emma ouvrit son carnet en lambeaux. L'encre violette était nette et précise. « Il y a 3 semaines, j'ai commencé à venir ici parce que madame Patterson, du centre communautaire, m'avait dit que le palais de justice avait la climatisation gratuite et que je pouvais faire mes devoirs à l'arrière. Puis j'ai entendu le nom de monsieur Thompson. Je m'en souvenais grâce aux journaux. » Elle se tourna vers Michael, dont les yeux débordaient d'espoir. Ils ont dit qu'il avait volé sa propre entreprise. Ça n'avait aucun sens pour moi. Pourquoi quelqu'un se volerait-il lui-même? Le procureur Morrison s'est levé et a interrompu. « Votre honneur, cet enfant? » « Laissez-la finir, » ordonna le juge Harrison. Emma se tenait plus grande. « J'ai remarqué que M. Davis n'a jamais objecté, même lorsque le procureur disait des choses fausses. Mon père m'a dit que les bons avocats objectent toujours quand quelque chose ne va pas. » Un petit rire parcourut la galerie. Emma ne sourit pas. Puis j'ai vu les relevés bancaires. L'argent n'allait pas sur le compte de monsieur Thompson, mais sur le compte numéro 847 592 018. Elle brandit un reçu froissé. J'ai trouvé ça dans la poubelle devant le tribunal. C'est le ticket de caisse de monsieur Davis, et au dos, il a inscrit le même numéro de compte. Avec les initiales, versus. La salle d'audience a explosé. Victoria Sterling devint blanche. Richard Davis parla enfin. C'est scandaleux. Cet enfant qui fouille dans les poubelles? Monsieur Davis, la voix du juge Harrison devint froide, je vous suggère de vous taire à moins que vous ne soyez prêt à expliquer ce numéro de compte. Mais Emma n'avait pas fini. Elle déplia un autre morceau de papier. Hier, j'ai entendu mademoiselle Sterling au téléphone. J'étais dans le couloir. J'ai noté la conversation mot pour mot. Elle m'a dit: Richard, tiens-toi au plan. Une fois Michael condamné, j'hériterai de tout grâce au contrat de fiançailles. Ensuite, nous partirons aux îles Caïmans, comme convenu. Silence. Michael regarda sa fiancée, les yeux écarquillés par la trahison. Victoria, murmura-t-il. C'est vrai? Victoria se leva brusquement, serrant son sac à main. C'est de la folie. Un fantasme d'enfant. Alors, ça ne vous dérange pas qu'on consulte vos relevés téléphoniques, dit Emma calmement. L'appel a eu lieu à 14h47, hier après-midi. Le juge Harrison avait déjà pris le marteau. Huissier, sécurisez le téléphone de mademoiselle Sterling. Monsieur Davis, vous devrez remettre immédiatement tous vos documents financiers. Mais Victoria était déjà en mouvement, ses talons claquant sur le marbre tandis qu'elle se frayait un chemin à travers la foule stupéfaite. Je n'ai pas à écouter ces bêtises. Mademoiselle Sterling, arrêtez-vous tout de suite, a crié le juge. Mais Victoria était déjà partie. Emma halta soudainement, pointant du doigt la table du défendeur. Monsieur Thompson. Regardez dans votre mallette, le dossier bleu, vérifiez le dossier bleu. Michael, encore sous le choc des révélations, se déplaça machinalement. Ouvrant sa mallette et en sortant un dossier bleu qu'il n'avait jamais vu auparavant. À l'intérieur se trouvaient des documents, des signatures falsifiées et de fausses transactions. Tous portant son nom.
Je n'ai jamais vu ça auparavant, dit-il, la voix creuse et stupéfaite. Parce que Miss Sterling les a plantés là, s'exclama Emma. Debout. Je l'ai vu glisser quelque chose dans ta mallette quand tu es allé aux toilettes il y a 20 minutes. Elle a dit qu'elle t'apporterait des mouchoirs pour tes allergies. Mais elle a mis ce dossier-là à la place. Les gardes de sécurité ont commencé à se déplacer rapidement vers les sorties. Mais Victoria avait déjà disparu dans le couloir bondé à l'extérieur de la salle d'audience. Le juge Harrison a frappé son marteau à plusieurs reprises. Ce tribunal est en vacances. Je veux que les forces de l'ordre trouvent Victoria Sterling immédiatement. Monsieur Davis, vous êtes par la présente déclaré coupable d'outrage au tribunal. Et j'ordonne une enquête complète sur vos finances et vos communications. Alors que la salle d'audience se dissolvait dans le chaos. Michael Thompson se tourna vers Emma avec des larmes dans les yeux. Comment as-tu fait? Pourquoi? Emma monta sur la chaise à côté de lui. Sa petite main tapotant doucement son bras. Parce que la justice ne se résume pas à savoir qui est le plus grand ou le plus riche, monsieur Thompson. Mais à savoir ce qui est juste et ce qu'ils vous ont fait n'était pas juste. Mais même si Michael souriait à travers ses larmes. Les yeux perçants d'Emma captèrent quelque chose que personne d'autre n'avait vu. Richard Davis envoyait furieusement des SMS sur son téléphone. Juste avant que l'huissier ne puisse le confisquer. Son sang se glaça lorsqu'elle réalisa que l'évasion de Victoria Sterling n'avait pas été un acte de panique. Mais qu'elle avait été soigneusement planifiée. Et maintenant, Emma était la seule à pouvoir le prouver. Le cœur d'Emma battait fort tandis qu'elle regardait Richard Davis taper frénétiquement. Ses pouces bougeant avec urgence. Juste avant que l'huissier ne lui arrache le téléphone, elle a aperçu un message sur l'écran. Colis livré. Passez à la phase 2. Juge Harrison. Cria Emma en sautant de sa chaise. Monsieur Davis vient d'envoyer un message concernant la phase 2, ce n'est pas terminé. Mais la salle d'audience était en désordre. Les agents de sécurité criaient dans leur radio, le personnel du tribunal se précipitait et la foule de spectateurs bourdonnait d'une énergie chaotique. Personne n'a entendu la petite voix d'Emma, sauf Michael Thompson. « Que as-tu vu, Emma » demanda-t-il en s'accroupissant à la hauteur de ses yeux. M. Davis a envoyé un SMS à quelqu'un au sujet de la phase 2, murmura-t-elle avec urgence. Je pense que l'évasion de mademoiselle Sterling n'était que le début, il prépare autre chose. Avant que Michael ne puisse répondre, le procureur Morrison s'est approché, ses traits anguleux adoucis par ce qui aurait pu être du respect. Mademoiselle Johnson, je vous dois des excuses. En 20 ans de poursuite, je n'ai jamais rien vu de tel. Emma leva les yeux vers la grande femme. Cela signifie-t-il que vous croyez maintenant que monsieur Thompson est innocent? Cela signifie que nous devons trouver Victoria Sterling et découvrir le fin fond de cette conspiration, a répondu Morrison. Mais d'abord, nous devons assurer votre sécurité. Si ce que vous dites est vrai, vous pourriez être en danger. Les yeux d'Emma s'écarquillèrent. Elle n'y avait pas pensé. Mais je ne suis qu'un enfant, pourquoi voudrait-il me faire du mal? Parce que, chérie, dit une voix calme derrière eux, tu es le seul témoin de tout leur plan. Ils se tournèrent pour voir la détective Sarah Chen. Une petite femme asiatique d'une quarantaine d'années aux yeux gentils mais perçants. Je suis l'inspecteur Chen, de l'unité des crimes financiers du NIP, a-t-elle déclaré en montrant son badge. J'enquête depuis des mois sur des activités suspectes autour de Thomson Industries, mais nous n'avions jamais eu de preuves solides, jusqu'à aujourd'hui. Emma ressentit une vague de fierté. Mais elle se transforma rapidement en inquiétude. Inspecteur Chen, pensez-vous que Madame Sterling reviendra? Les gens comme Victoria Sterling ne se contentent pas de fuir, ma chérie. Ils ont des plans de secours, beaucoup de plans de secours. Le détective Chen s'est agenouillé à côté d'Emma. Peux-tu me dire tout ce dont tu te souviens de cet appel téléphonique? Emma feuilleta son cahier. Elle a dit de s'en tenir au plan, qu'elle hériterait de tout grâce à ce qu'on appelle un contrat de fiançailles, et qu'il pourrait disparaître aux îles Caïmans. Mais il y avait autre chose, ajouta Emma, les sourcils froncés. Elle a dit, le virement de 2,3 millions de dollars sur le compte Thomson devrait être effectué d'ici vendredi. C'est-à-dire demain. Michael halta. 2,3 millions? C'est mon compte d'héritage personnel, seul mon père et moi y avons accès. Son visage est devenu pâle. Mon père est à l'hôpital. Il a eu un AVC il y a 3 semaines.
Le détective Chen parlait déjà dans sa radio. Nous devons immédiatement geler tous les comptes de la famille Thompson et dépêcher une équipe à l'hôpital presbytérien. Je veux que le père de Michael Thompson soit protégé immédiatement. Emma tira doucement sur la veste de Chen. Il y a plus encore, hier, j'ai entendu Madame Sterling parler à quelqu'un d'autre. Pas à Monsieur Davis. Elle l'appelait oncle Frank et disait que les papiers de l'hôpital étaient prêts. Un frisson parcourut le groupe. Michael attrapa doucement les épaules d'Emma. Emma? Quel genre de paperasse d'hôpital? Il y a quelque chose à propos de changer qui reçoit l'argent si quelque chose arrive à ton père. Murmura Emma. Elle a dit que cela ressemblerait à une progression naturelle après l'AVC. L'expression du détective Chen se durcit. Nous devons nous rendre à cet hôpital maintenant. Alors qu'il se précipitait hors de la salle d'audience. Emma remarqua quelque chose qui lui glaça le sang. Dans le couloir, un homme en tenue d'hôpital se tenait près de la fontaine à eau, faisant semblant de lire un journal. Lorsqu'il les a repérés, il a rapidement plié le papier et a commencé à marcher dans leur direction. Détective Chen, murmura Emma en pointant discrètement. Cet homme en tenue d'hôpital nous suit. Chen jeta un coup d'œil nonchalant, puis murmura dans sa radio. Nous avons une queue, des gommages gris, mesurant 1,88 mètres, qui se dirige vers l'est au niveau 3. Mais quand ils ont tourné le coin, l'homme avait disparu. Il est parti, dit Michael en scrutant le couloir. Emma secoua la tête, traitant les schémas comme elle le faisait toujours. Il n'est pas parti, il nous devance. Elle leva les yeux vers le détective Chen, les yeux écarquillés mais remplis de détermination. Ils savent que nous avons compris. Ils vont essayer de nous arrêter avant que nous n'atteignions l'hôpital. Comme sur commande, la radio du détective Chen crépita. Toutes les unités sont informées. L'hôpital presbytérien vient de signaler une panne de courant dans l'aile administrative. Les caméras de sécurité sont hors service. Le carnet d'Emma glissa de ses mains tremblantes lorsque la vérité la frappa. Ils ne volent pas seulement l'argent de Monsieur Thompson, murmura-t-elle. Ils vont faire du mal à son père pour s'en sortir impunément. Et quelque part, dans le labyrinthe enchevêtré des rues de Manhattan, Victoria Sterling regardait tout cela se dérouler. Attendant sa chance de riposter à la petite fille qui avait déjoué son plan parfait. Le trajet en taxi jusqu'à l'hôpital presbytérien a semblé être les 20 minutes les plus longues de la vie d'Emma. Elle était assise coincée entre Michael et le détective Chen, la ville défilant à toute vitesse tandis que son esprit s'emballait avec peur et urgence. « Inspecteur Chen, dit doucement Emma. Et si nous étions déjà trop tard? Nous ne le serons pas, répondit Chen avec confiance, mais Emma vit l'inquiétude dans ses yeux. Mon partenaire est déjà à l'hôpital pour s'assurer que M. Thompson Senior est en sécurité. Michael regardait par la fenêtre, les poings serrés. J'aurais dû le voir. 2 ans avec Victoria et je ne m'en doutais pas. Elle était là tous les jours après l'AVC de papa, elle disait qu'elle voulait aider avec les formalités administratives. Emma griffonnait à nouveau dans son carnet. Monsieur Thompson, est-ce que mademoiselle Sterling vous a déjà demandé de signer quelque chose sans le lire? Michael s'est figé. La semaine dernière. Elle a dit que c'était des cartes de prompt rétablissement pour papa. Il a sorti son téléphone et a fait défiler rapidement les pages. J'ai pris une photo de moi en train de les signer. Elle a dit que ça lui remonterait le moral. Il a remis le téléphone à Chen, qui a transmis l'image à son équipe. Bien pensé, Michael, dit-elle. Emma. C'est exactement le genre de preuve dont nous avons besoin. Le taxi s'est arrêté devant l'hôpital. L'estomac d'Emma se serra lorsqu'elle regarda à travers les portes vitrées. À l'intérieur, des gens en uniforme d'hôpital se déplaçaient avec une étrange urgence. Quelque chose ne va pas, murmura-t-elle. Chen était déjà à la radio alors qu'il se précipitait à travers les portes automatiques. Chen ici, quel est le statut de Thompson Senior? La réponse crépita en retour. Inspecteur, nous avons un problème, quelqu'un a essayé de modifier son horaire de prise de médicaments il y a 20 minutes, l'infirmière l'a remarqué juste à temps. Ils se précipitèrent vers les ascenseurs quand Emma s'arrêta soudainement et tira sur la manche de Chen. Attendez, regardez le tableau d'affichage, dit-elle en pointant du doigt avec urgence. Tout le monde se tourna pour voir ce qu'Emma avait repéré. L'annuaire de l'hôpital indiquait que William Thompson se trouvait dans la chambre 847.
La même séquence de numéros que le compte bancaire qu'Emma avait découvert dans les notes de Davis. Ce n'est pas une coïncidence, souffla Michael. Non. A acquiescé le détective Chen d'un ton sombre, il planifie cela depuis des mois. Alors que les portes de l'ascenseur s'ouvraient au 8e étage. Les yeux perçants d'Emma repérèrent immédiatement quelque chose qui n'appartenait pas à. Au poste des infirmières, une femme en tenue d'hôpital tapait rapidement sur un ordinateur. Mais ses ongles étaient parfaitement manucurés, tout comme ceux de Victoria Sterling. Là, fit remarquer Emma. Ce n'est pas une vraie infirmière. La femme à l'ordinateur leva les yeux vers la voix d'Emma, et pendant un terrible instant, leurs regards se croisèrent. C'était Victoria Sterling. Portant une perruque blonde et une blouse d'hôpital, le visage déformé par la rage d'avoir été découverte par la petite fille qui avait tout gâché. Victoria a pris quelque chose dans le poste des infirmières et a couru vers la cage d'escalier. Mais pas avant qu'Emma ait vu ce qu'elle avait pris. Une seringue remplie de liquide clair. Elle a des médicaments, cria Emma, elle va faire du mal à Monsieur Thompson. Le détective Chen avait déjà appelé des renforts. Mais Victoria avait une longueur d'avance. Emma a pris une décision en une fraction de seconde qui la hantera pendant des années. Elle s'est détachée du groupe et a couru après Victoria. Ses petites jambes la portant plus vite que n'importe quel adulte ne l'aurait imaginé. Emma, non, lui cria Michael, mais elle avait déjà franchi la porte de l'escalier. Les baskets d'Emma résonnaient contre les marches en béton alors qu'elle courait vers le haut, suivant le bruit des talons de Victoria au-dessus d'elle. Elle pouvait entendre Victoria parler avec colère sur son téléphone. Le plan est tombé à l'eau. Les enfants ont tout vu. Il faut en finir et partir. Au moment où Emma atteignit le 10e étage. Elle haletait. Mais elle pouvait voir Victoria juste devant elle, poussant la porte de l'unité de soins intensifs cardiaques. Emma la suivit, le cœur battant, non seulement à cause de la course, mais aussi à cause de la terrifiante réalisation de ce que Victoria avait l'intention de faire. L'unité de soins intensifs était faiblement éclairée et étrangement silencieuse. Emma s'avança en rampant, restant discrète derrière le poste de l'infirmière. Elle pouvait voir Victoria s'approcher de la chambre 1047, où un homme âgé dormait paisiblement. Entouré de machines émettant des bips. Emma n'avait jamais vu William Thompson auparavant, mais elle sut immédiatement qu'il s'agissait du père de Michael. Il ressemblait tellement à Michael. Le même gentil, les mêmes yeux verts, maintenant fermés par un sommeil médicamenteux, les mêmes traits doux maintenant vieillis et adoucis par la maladie. Victoria se tenait au-dessus du lit, retirant le bouchon de la seringue avec ses dents. « Tout est de ta faute, vieil homme » siffla-t-elle. « Si tu n'avais pas eu cette stupide attaque, j'aurais pu attendre plus longtemps. Mais non. Maintenant, je dois nettoyer ce désordre à cause de ton fils qui s'en mêle et de ce petit morveux agaçant. » Emma savait qu'elle avait quelques secondes pour agir. La voix de son père résonnait dans sa mémoire. Parfois, Emma, être courageux signifie faire quelque chose, même quand on est terrifié. Elle prit une profonde inspiration et sortit de derrière le poste des infirmières. Arrêtez. La jeune voix d'Emma résonna dans le silence de l'unité. Posez ça. Victoria se retourna. Le visage déformé par la fureur. Toi. Tout ça, c'est à cause de toi. Mais Emma ne reculait pas. Je sais ce que tu fais et je ne te laisserai pas lui faire de mal. C'est un homme bien et son fils l'aime. Le rire de Victoria était froid et amer. L'amour? Sais-tu ce que l'amour te procure, petite fille? Rien. J'ai passé 2 ans à faire semblant d'aimer Michael Thompson, et pourquoi? Le regarder gaspiller la fortune de sa famille en œuvres de charité et de gentillesse. Elle a soulevé la seringue. Eh bien? Plus maintenant. La main d'Emma était déjà tendue vers le bouton d'appel d'urgence sur le mur. Mais Victoria était plus proche de la ligne 4 de William Thompson. C'était une course contre la montre. Et Emma réalisa avec une horreur croissante qu'elle pourrait ne pas gagner. Sa main s'est écrasée sur le bouton d'urgence au moment même où Victoria se précipitait vers le port 4. Les alarmes ont commencé à retentir dans toute l'unité cardiaque. Mais Victoria insérait déjà la seringue dans la ligne. Trop tard, petit morveux, grogna-t-elle en appuyant sur le piston. Mais Emma avait encore un tour dans son sac, quelque chose qu'elle avait appris en regardant son père travailler avec du matériel médical pendant ses traitements contre le cancer. Elle a attrapé le tube 4 sous le site d'injection et l'a plié fort,
arrêtant le flux du poison que Victoria avait injecté. « Qu'est-ce que tu as » commença Victoria. Mais Emma criait déjà. « À l'aide ! À l'aide !» Elle essaie de le tuer. L'unité de soins intensifs de l'hôpital, SICU, a sombré dans le chaos. De vraies infirmières accouraient de toutes parts. Les gardes de sécurité se sont précipités vers les portes et Emma pouvait entrer. NDR et le détective Chen criaient des ordres depuis la cage d'escalier. Victoria réalisa que son plan avait échoué et tenta désespérément de s'emparer d'Emma. « Tu as tout gâché. Je vais te le faire payer. » Mais Emma était petite et rapide. Elle se baissa sous les bras tendus de Victoria et courut vers les gardes qui approchaient. Elle a empoisonné sa perfusion. J'ai arrêté le flux, mais il faut rincer la ligne. Le docteur Martinez, chef du service de cardiologie, a jeté un coup d'œil à la scène et a commencé à aboyer des ordres. Apportez-moi une nouvelle perfusion. Sécurité, attachez cette femme. Et que quelqu'un mette cet enfant en sécurité. Victoria s'est battue comme un animal sauvage alors que les gardes essayaient de la menotter. Tu ne comprends pas. Ce vieil homme vaut des millions. Je mérite cet argent plus que son fils gâté. La détective Chen a fait irruption dans les portes avec Michael juste derrière elle. Emma. Es-tu blessée ? Emma courut dans les bras de Michael, se laissant enfin trembler par la terreur de ce qui venait de se passer. Je vais bien, mais ton père a mis quelque chose de mauvais dans ses médicaments. Le docteur Martinez examinait déjà William Thompson, qui avait commencé à bouger à cause de l'agitation. La vivacité d'esprit de l'enfant lui a peut-être sauvé la vie. Peu importe ce que contenait cette seringue, une très faible quantité a pénétré dans son organisme. Michael s'agenouilla, les larmes aux yeux. « Emma, tu as risqué ta vie pour mon père. Je ne sais pas comment te remercier. » Tu n'es pas obligé, dit doucement Emma. C'est ce que font les familles les unes pour les autres. Et tu es mon ami maintenant. Ce qui fait de nous une famille. Le détective Chen était déjà en train d'analyser la scène, de photographier la seringue et d'interroger des témoins. Victoria Sterling. Vous êtes en état d'arrestation pour tentative de meurtre, fraude, complot et 6 autres chefs d'accusation auxquels je penserai en me rendant au poste. Alors qu'il l'emmenait menotter. Victoria se retourna avec une haine pure dans les yeux. Ce n'est pas fini, ma petite. J'ai des amis dont tu n'aurais jamais rêvé ou des gens qui n'aiment pas les enfants qui s'immiscent dans les affaires. Emma sentit un frisson lui parcourir le dos, mais elle resta droite. Mon père m'a appris que les méchants menacent toujours quand ils ont peur. Et tu as l'air vraiment effrayé. Le docteur Martinez a terminé son examen et s'est tourné vers le groupe. Il ira bien. Pas de séquelles permanentes. En fait, dit-il avec un sourire perplexe. C'est étrange. Ses réactions neurologiques sont meilleures que depuis l'AVC. C'est presque comme si... Comme si quoi ? Demanda Michael avec urgence. Comme si quelqu'un l'avait délibérément maintenu sous sédatif au-delà de ce qui était médicalement nécessaire. Le docteur Martinez fronça les sourcils. Je vais devoir revoir son dossier médical DTR. Ou à dernière semaine. Emma sortit son cahier et tourna la page vers la fin. Docteur, est-ce que cela pourrait vous aider ? Elle lui a remis un papier qu'elle avait trouvé dans la poubelle de l'hôpital lors d'une de ses visites. J'ai trouvé ça en jetant ma brique de jus la semaine dernière. Il porte la signature de Madame Sterling et un texte sur le maintien des niveaux de suppression cognitive. Les yeux du docteur Martinez s'écarquillèrent en lisant le document. C'est une faute médicale de la plus haute importance. Elle a délibérément maintenu cet homme dans le flou pour l'empêcher de prendre des décisions financières. Michael s'est affalé sur une chaise, bouleversé. Alors ? Elle tue lentement mon père depuis des semaines, et je ne le savais pas. Emma monta sur la chaise à côté de lui. Mais on l'a arrêté, monsieur Thompson. Et votre papa va aller mieux. Regardez. Il se réveille déjà. En effet, les yeux de William Thompson commençaient à s'ouvrir et, pour la première fois depuis des semaines, il semblait clair et concentré. Michael. La voix du vieil homme était faible mais lucide. Fils, c'est toi. Michael saisit la main de son père, les larmes coulant sur son visage. Oui, papa. Je suis là. Nous sommes là tous les deux. Voici Emma. C'est la petite fille qui t'a sauvé la vie. William Thompson tourna son regard vers Emma,
les mêmes yeux verts que son fils avait hérités. Bonjour Emma. Merci de prendre soin de mon garçon. Emma se sentait au chaud partout. De rien, monsieur Thompson. Votre fils est très courageux. Il s'est battu pour prouver qu'il n'avait pas volé d'argent. Le visage de William s'assombrit. Voler? Michael ne... Attends, tu veux dire elle? Ses yeux s'aiguisèrent avec une clarté retrouvée. Victoria. Elle m'a fait signer des papiers. Je n'arrivais pas à réfléchir clairement, mais elle a insisté. Le détective Chen s'est avancé. Monsieur Thompson. Nous allons avoir besoin de votre aide pour que Victoria Sterling et ses complices paient pour leurs actes. Mais d'abord, vous devez vous reposer et récupérer. Alors que l'équipe médicale s'efforçait de nettoyer le système de William et d'ajuster ses médicaments, Emma a remarqué quelque chose qui lui a fait tomber l'estomac. Par la fenêtre. Elle a vu une berline noire garée en face de l'hôpital. Et même depuis le 10e étage, elle pouvait distinguer une silhouette observant le bâtiment à travers des jumelles. Les menaces de Victoria Sterling n'étaient pas vaines. Après tout, Emma était sur le point de découvrir que sauver Michael et son père n'était que le début d'un jeu bien plus vaste et bien plus dangereux. Emma tira sur la manche du détective Chen. Ses yeux rivés sur la fenêtre de l'autre côté de la pièce. Inspecteur, quelqu'un nous observe de l'autre côté de la rue. Le détective Chen suivit son regard et se raidit immédiatement. Michael. Emmène Emma et ton père dans l'aile sécurisée, maintenant. Mais avant qu'il ne puisse bouger, les yeux perçants d'Emma captèrent quelque chose d'autre. Quelque chose qui lui fit geler le sang sur place. Détective Chen, murmura-t-elle, regardez l'homme près de l'ascenseur. Un homme de grande taille, vêtu d'un costume coûteux. Venait de sortir de l'ascenseur et se dirigeait directement vers la chambre de William Thompson, avec la démarche assurée de quelqu'un qui lui appartenait. Mais Emma connaissait ce visage. Elle l'avait vu au palais de justice, tous les jours pendant le procès, toujours assis au dernier rang, prenant toujours des notes. Cet homme était au procès tous les jours, dit Emma avec urgence. Il n'est pas censé être ici. La main du détective Chen se dirigea instinctivement vers son arme. Sécurité au 10e étage, unité de soins intensifs, maintenant. Dit-elle dans sa radio. Mais l'homme l'avait déjà entendu et s'est retourné, révélant un visage qui a fait halter Emma, c'était le juge Harrison. Mais pas le juge bienveillant et grand-père de la salle d'audience. Les yeux de cet homme étaient froids et calculateurs. Et quand il vit Emma le pointeur du doigt, son expression se transforma en quelque chose de meurtrier. « Bonjour, mademoiselle Johnson », dit le juge Harrison, sa voix désormais dénuée de toute chaleur. « Tu as été un sacré petit détective. N'est-ce pas ?» Emma se plaça instinctivement derrière Michael, mais son esprit s'emballa. « Vous n'êtes pas censé être ici, les juges ne visitent pas les hôpitaux. » Très observateur, mon enfant. Mais après tout, tu as toujours été un peu trop observateur pour ton propre bien. Le juge Harrison a lentement fouillé dans sa veste et le détective Chen a immédiatement sorti son arme. « Ne bouge pas, ordonna-t-elle. Il rit, mais garda ses mains bien en vue. « Détendez-vous, inspecteur, je ne suis pas ici pour faire du mal à qui que ce soit. Je suis ici pour vous faire une proposition commerciale. » Michael s'avança, serrant toujours la main de son père. « Quel genre de proposition commerciale ? » « Le genre qui garde la petite Emma ici saine et sauve, » répondit Harrison doucement. « Voyez-vous, Victoria Sterling n'était qu'une petite partie d'une opération beaucoup plus vaste. Nous avons acquis des biens et des propriétés de valeur auprès de familles fortunées de toute la ville. La fortune de Thompson était tout simplement la prochaine sur notre liste. » Emma serrait son carnet contre sa poitrine, et soudain tout prit sens. « Les autres chaos tous et riches qui ont eu des ennuis dans votre salle d'audience, vous leur avez fait subir la même chose. Un enfant si brillant. » A déclaré le juge Harrison avec une admiration feinte. « Oui, Emma, la famille Henderson a perdu son entreprise pharmaceutique. La succession de Rodriguez a été liquidée après un scandale d'évasion fiscale, la fortune de Morrison, partie en fumée, a été redistribuée à des personnes plus méritantes. » Le détective Chen appelait déjà des renforts, mais le juge Harrison a levé la main. « Avant de faire quoi que ce soit d'irréfléchi, inspecteur, réfléchissez à ceci. Emma Johnson est une petite fille très spéciale. Saviez-vous que son père, Robert Johnson, travaillait pour Thompson Industries ? » Les yeux d'Emma s'écarquillèrent.
Elle n'avait jamais su où son père avait travaillé. Robert a découvert des irrégularités dans les livres de Thompson. Des irrégularités qui auraient révélé toute notre activité. Nous lui avons proposé une somme généreuse pour qu'il garde le silence, mais il a refusé, prétextant qu'il devait penser à sa fille. Il voulait donner le bon exemple. Emma avait l'impression que le sol s'était effondré sous ses pieds. « Qu'est-ce que tu dis ?» Je dis, cher enfant, que le cancer de ton père n'était pas entièrement naturel, et la disparition opportune de ta mère 6 mois plus tard. Disons qu'elle a préféré l'argent à la maternité quand nous lui avons fait une meilleure offre. Les mots frappèrent Emma comme des poings. Michael resserra son bras autour d'elle, protecteur. Mais elle pouvait à peine respirer. « Tu mens, murmura-t-elle. Mais alors même qu'elle le disait, des souvenirs lui revinrent à l'esprit, la froideur de sa mère pendant la maladie de son père. Les appels téléphoniques étranges, la façon dont elle n'avait emporté que ses propres affaires lorsqu'elle avait laissé Emma au centre communautaire. Votre mère vit actuellement très confortablement en Suisse sous une nouvelle identité, a ajouté cruellement le juge Harrison. Elle vous envoie ses salutations au « Attendez, non ?» Elle ne vous envoie pas, elle a spécifiquement demandé à ne plus jamais entendre parler de vous. Les larmes brûlaient dans les yeux d'Emma. Mais son esprit analytique et implacable continuait de tourner. Si tout cela est vrai, pourquoi me le dis-tu? Pourquoi ne pas? Elle n'a pas pu terminer la phrase. Parce que toi. Ma chère Emma, tu vas nous aider à terminer ce que nous avons commencé. Vos petits exploits de ce soir ont joué en notre faveur. Maintenant que Victoria est arrêtée. Nous avons besoin de quelqu'un d'autre ayant un accès légal au compte de Thompson. Quelqu'un de jeune, de sympathique, quelqu'un en qui les tribunaux auront confiance. Sur mon cadavre. A rétorqué le détective Chen. Cela peut être arrangé, dit une nouvelle voix depuis la porte. 3 autres hommes en costume entrèrent dans la pièce. Emma reconnut immédiatement l'un d'eux. C'était Richard Davis. Il était censé être en prison. Le monde d'Emma a basculé. La conspiration était plus profonde que quiconque ne l'imaginait, et maintenant elle se trouvait au centre. Le juge Harrison sourit froidement. Bon, petite Emma, parlons de la façon dont tu vas nous aider à terminer ce que ton père a tant essayé d'arrêter. Après tout, tu ne voudrais pas qu'il arrive quelque chose à tes nouveaux amis, n'est-ce pas? Emma regarda Michael, son père qui se réveillait. Le détective Chen. Les sauver de Victoria Sterling avait été la partie facile. Maintenant, le véritable cauchemar commençait. Elle fixait le juge Harrison et les 3 complices, son esprit s'emballant. Malgré la vérité dévastatrice sur ses parents. Elle n'était plus la même fille effrayée qui s'était présentée au tribunal quelques semaines auparavant. « Que veux-tu que je fasse exactement ?» demanda-t-elle, sa voix plus forte qu'elle ne le ressentait. Le juge Harrison sourit à nouveau, mais c'était le sourire d'un prédateur. Fille intelligente. Toujours réfléchie, ton père avait cette même qualité. C'est ce qui le rendait précieux et dangereux. Le détective Chen se déplaça, la main près de son arme. Quoi que tu prévois, Harrison. Ça ne marchera pas, mon renfort arrive. Richard Davis a ri. Votre renfort? La moitié des policiers de New York sont à notre solde. Comment croyez-vous que je sois sorti de cette cellule? Le cœur d'Emma se serra, jusqu'à ce qu'elle se souvienne des paroles de son père. Quand tout semble désespéré, Emma cherche le plus petit détail, ce que tout le monde a manqué. Et puis elle l'a vu. Le juge Harrison n'arrêtait pas de jeter un coup d'œil à sa montre coûteuse, non pas comme quelqu'un qui attendait, mais comme quelqu'un qui se dépêche de respecter une échéance. Tu es pressé, dit-elle doucement. Quelque chose a mal tourné avec votre plan. Son sourire tressaillit. Intelligent, comme toujours oui. Votre performance aujourd'hui au tribunal nous a obligés à agir plus tôt. Nous devons finaliser l'acquisition de Thompson et disparaître avant l'arrivée des fédéraux demain. Michael s'avança. Des enquêteurs fédéraux? Oh oui, répondit Harrison. Il semblerait que quelqu'un ait fourni au FBI des informations sur la corruption dans ce district. Il nous reste environ 8 heures avant qu'il ne gèle tout. Les pensées d'Emma tournoyèrent à nouveau. Quelqu'un d'autre le savait. Quelqu'un avec du pouvoir. La question, a poursuivi Harrison, est de savoir si vous nous aiderez de votre plein gré ou si nous devons vous motiver davantage. L'un des hommes en costume lui chuchota quelque chose à l'oreille.
Le visage d'Harrison s'assombrit. Inspecteur Chen, il semble que votre partenaire pose des questions gênantes. Monsieur Davis, appelez-nous. Veillez à ce que l'inspecteur Rodriguez soit victime d'un accident en chemin. Non, cria Emma, puis elle s'arrêta. Elle devait être plus intelligente. Je veux dire, je vais aider. Mais je veux savoir exactement ce que je suis censé faire. Harrison l'a étudié. Vous témoignerez demain que Michael Thompson vous a avoué l'existence de comptes offshore cachés. Vous direz qu'il vous a donné leurs emplacements, nous les avons déjà installés. Grâce à votre témoignage, nous pouvons saisir les biens légalement. Emma hocha lentement la tête. Mais ses yeux perçants remarquèrent quelque chose, la montre de Harrison n'était pas n'importe quelle montre. Il y avait une gravure. À Frank, je t'aime toujours. Margaret. Frank. Victoria avait déjà mentionné « oncle Frank ». Harrison était l'oncle Frank à qui elle avait rendu compte. J'ai besoin de temps pour réfléchir à ce que je vais dire. Dit Emma prudemment. Et je veux m'assurer que Michael et son père sont en sécurité. Bien sûr. Dit généreusement Harrison. Vous avez jusqu'à 6 heures du matin demain. L'audience aura lieu à 8 heures précises, dit-il en désignant ses hommes. M. Davis restera ici pour s'assurer que notre jeune témoin reste motivé. Alors que le juge Harrison et 2 de ses hommes partaient, Emma sentit les murs se refermer sur elle. Mais elle ressentit aussi autre chose, une étincelle de cette même détermination qui l'avait portée jusqu'alors. Richard Davis s'installa sur une chaise près de la porte. Visiblement décidé à les surveiller toute la nuit. Mais il commit une grave erreur, il sous-estima le pouvoir d'une fillette de 8 ans qui avait appris que, parfois, la plus petite personne dans une pièce pouvait tout changer. Emma croisa le regard de l'inspectrice Chen et fit un petit geste vers son carnet. Chen hocha la tête presque imperceptiblement. La vraie bataille allait commencer. Et cette fois, Emma n'était pas seule. Les heures s'écoulaient lentement dans la chambre d'hôpital de William Thompson. Richard Davis était assis près de la porte. Alternant entre consulter son téléphone et fusiller Emma du regard, qui semblait dormir, recroquevillée sur la chaise à côté de Michael. L'inspectrice Chen somnolait par intermittence sur une autre chaise, la main toujours à portée de son arme. Mais Emma ne dormait pas. Son esprit était éveillé, assimilant chaque détail observé. Chaque conversation entendue, chaque indice recueilli au cours des 3 dernières semaines. Plus important encore, elle se souvenait de choses sur son père. Des choses qu'elle n'avait pas pleinement comprises auparavant. Robert Johnson avait été plus qu'un simple assistant juridique. Emma se souvenait maintenant des appels téléphoniques nocturnes qu'il passait pendant sa maladie, parlant à voix basse de schémas et d'irrégularités. Elle se souvenait de lui avoir appris à reconnaître les faux documents, à déceler les mensonges dans le langage corporel, à mémoriser les détails importants. Il ne lui avait pas seulement appris des compétences essentielles. Il l'avait préparé à ce moment. Vers 3 heures du matin, alors que la vigilance de Davis était au plus bas. Emma ouvrit discrètement son carnet à une page qu'elle avait marquée plus tôt. Sur celle-ci, écrit de l'écriture familière de son père, une écriture qu'elle avait pratiquée pendant des années, où figurait un numéro de téléphone et un seul mot, assurance. Elle avait retrouvé le mot dans un de ses vieux cahiers de droit 2 ans auparavant, mais n'avait jamais su ce qu'il signifiait. Maintenant, elle reconnaissait l'indicatif régional de Washington DC. Son pouce accéléra. Alors qu'elle faisait semblant de s'installer confortablement dans sa chaise. Elle attira l'attention de l'inspecteur Chen en utilisant le langage des signes que son père lui avait appris pour les urgences. Elle épella, FBI. Les yeux de Chen s'écarquillèrent légèrement. Mais elle ne manifesta aucune réaction visible. Emma désigna alors son carnet et murmura, « Mon père était au courant. » Pendant l'heure qui suivit. Elle communiqua soigneusement son plan à Chen par petits gestes et signaux codés. C'était dangereux, imprudent et dépendait d'un timing parfait, mais c'était leur seule chance. À 4h15. William Thompson s'agita plus activement, l'effet des derniers sédatifs de Victoria se dissipant. Ses mouvements réveillèrent Michael, qui se précipita auprès de son père. « Papa, comment te sens-tu » murmura Michael. William ouvrit les yeux. Pour la première fois depuis des semaines, ils étaient clairs et alertes. « Michael, dit-il d'une voix plus forte que jamais depuis l'AVC. Je dois te parler de l'entreprise. De ce que Victoria m'a fait signer. » Davis se leva aussitôt,
les yeux rivés sur le lit. C'était le moment qu'Emma attendait. Avec la grâce silencieuse dont seul un enfant est capable, elle se glissa hors de sa chaise et se glissa vers la petite salle de bain sur le côté de la pièce. Davis était tellement absorbé par les paroles de William qu'il ne la remarqua même pas. Dans la salle de bain, Emma sortit le vieux téléphone de son père. Celui que le centre communautaire lui avait laissé. Elle l'avait chargé en secret pendant des années, espérant qu'un jour sa mère l'appellerait. Les doigts tremblants. Elle composa le numéro indiqué sur le mot. Bureau fédéral d'enquête, ligne d'urgence, dit une voix sèche. Je m'appelle Emma Johnson, murmura-t-elle. Mon père s'appelait Robert Johnson. Il m'a dit d'appeler ce numéro si jamais le juge Harrison essayait de faire du mal à quelqu'un. Il y eut un bref silence, puis la voix devint plus aiguë et plus pressante. Emma, reste en ligne. Es-tu en danger immédiat? Oui, dit-elle doucement. Je suis à l'hôpital presbytérien, chambre 1047. Le juge Harrison vole de l'argent? Il a tué mon père et maintenant il veut que je mente au tribunal. Emma, ralentit. On sait pour ton père. C'était un de nos informateurs. On monte un dossier contre Harrison depuis 3 ans. Les genoux d'Emma cédèrent. Mon père aidait le FBI? C'était un héros, Emma. Et si tu appelles ce numéro, c'est que tu es en danger. Nous avons des agents à 3 minutes de chez toi. Reste calme. Juste à l'extérieur, Emma entendit Richard Davis crier. Où est la fille? Ils m'ont trouvé, murmura-t-elle. Emma, écoute. Va à l'ascenseur principal et appuie sur le bouton d'arrêt d'urgence. Nos agents Y rejoindront. Tu peux faire ça? Emma hocha la tête, même si la voix ne la voyait pas, oui. Elle a raccroché et a ouvert la porte. Davis faisait les 100 pas, paniqué. Shane était debout, la main près de son arme. Elle n'a pas pu aller bien loin, aboya Davis. Elle doit se cacher quelque part ici. Emma prit une grande inspiration, se répétant les paroles de son père. Parfois, Emma, le plus courageux est de faire confiance au plan. Même si on ne voit pas comment il se termine. Elle sortit de la salle de bain. Je suis là, monsieur Davis. Davis se retourna, le visage déformé par la colère et le soulagement. Ne fais plus jamais ça, petit. Il fut interrompu par le bruit des portes de l'ascenseur qui s'ouvraient, suivi d'une voix autoritaire qui criait « FBI ». Personne ne bouge. Emma sourit pour la première fois depuis des heures. Je crois que les amis de mon père sont là. Le couloir s'est mis à vibrer. Des agents du FBI ont pris d'assaut le 10e étage. Armés et concentrés. Emma a entendu l'agent Rodriguez, le partenaire de Shane, donner des ordres à la radio. Richard Davis est devenu pâle en réalisant la situation. C'est impossible, murmura-t-il. Le gamin n'aurait pas pu. Ce gamin aide les fédéraux depuis plus longtemps que toi, dit l'inspectrice Shane, révélant enfin son véritable rôle. Tu croyais vraiment qu'on laisserait une enfant de 8 ans gérer ça toute seule? Emma ressentit un immense soulagement, et 1000 questions se posèrent. Inspecteur Shane. Vous saviez pour mon père? Votre père était courageux. Il a découvert la corruption financière chez Thomson Industries et est venu nous voir. Il a contribué à monter ce dossier jusqu'au bout. L'agent Sarah Mitchell, grande et au regard bienveillant, s'agenouilla près d'Emma. Salut Emma. Je suis l'agent Mitchell. Ton père parlait tout le temps de toi. Il était si fier de ton intelligence et de ta force. Les larmes montèrent aux yeux d'Emma. Mais le juge Harrison a dit que mon père était mort parce qu'il refusait l'argent. Mitchell secoua la tête. Le juge Harrison a menti. Votre père est mort d'un cancer, Emma. Mais avant de mourir, il nous a fait promettre de vous protéger et d'arrêter Harrison. Michael était stupéfait. Alors, tout ce qui s'est passé au tribunal. Emma suivait son instinct et l'entraînement de son père? Mitchell hocha la tête. Et quand Emma s'est levée aujourd'hui? Elle a déclenché un plan mûri depuis 3 ans. Davis courut désespérément vers la fenêtre, mais 2 agents le plaquèrent et le maîtrisèrent. Quelque chose tomba de la poche de son manteau et Emma le vit. Il nous enregistrait, dit-elle. Tout le temps. Mitchell prit l'appareil et sourit. Alors, on a enregistré Harrison. Avant meurtre, corruption et complot. William Thompson, désormais conscient,
reprit la parole. Victoria m'a forcé à signer des documents sous sédatif. Je ne savais pas à quoi je m'engageais. Nous le savons, dit Mitchell. Ces papiers sont nuls. Votre entreprise et vos actifs seront restitués. Elle se tourna vers Emma. Il y a autre chose. À propos de ta mère. Emma se figea. Elle redoutait cela. Harrison a encore menti. Ta mère ne t'a pas quitté pour de l'argent. Elle a été menacée. On lui a dit que si elle ne disparaissait pas, vous seriez tous les deux blessés. Elle pensait te sauver. Emma sentit son monde basculer à nouveau, mais cette fois, elle ne tombait pas. Cette fois, elle tenait bon, car elle connaissait enfin la vérité. Elle ne voulait pas me quitter, elle appelle notre bureau chaque semaine pour prendre de tes nouvelles, elle vit dans une maison dans l'Oregon, pas en Suisse. Et Emma, l'agent Mitchell sourit, elle est en route ici en ce moment même. Oh. Les émotions qui submergeaient Emma étaient trop difficiles à gérer, le soulagement, la joie. La confusion et l'épuisement se battaient tous pour prendre le contrôle. Michael tendit la main et lui serra la main. Emma, tu as sauvé ma famille, dit-il doucement, mais plus que ça. Tu as terminé ce que ton père avait commencé, tu as fait échouer toute une opération criminelle. Emma regarda autour d'elle dans la pièce, le détective Chen, l'agent Mitchell. Michael et son père en convalescence. Je n'aurais pas pu le faire seul. C'est là le problème, ma chérie, dit l'agent Mitchell. Ton père t'a appris que la justice ne consiste pas à être la personne la plus forte ou la plus intelligente de la pièce, mais à ce que des gens bien travaillent ensemble pour faire ce qui est juste. La voix de l'agent Rodriguez grésillait à la radio. Harrison est en garde à vue, on l'a surpris en train de fuir par le parking de l'hôpital, toute l'opération est stoppée. Emma sentit un poids se soulever de ses épaules, un poids qu'elle n'avait même pas réalisé qu'elle portait, mais alors que l'adrénaline commençait à s'estomper. Elle réalisa qu'il y avait encore une chose qu'elle avait besoin de savoir. Agent Mitchell, que se passe-t-il maintenant? Dois-je retourner au centre communautaire? L'agent Mitchell a échangé un regard avec Michael et son père. En fait, Emma, la famille Thompson a fait une demande qui pourrait vous intéresser. Emma regarda Michael, qui souriait à travers ses larmes. Emma, aimerais-tu venir vivre avec nous, mon père et moi? On aimerait que tu fasses vraiment partie de notre famille cette fois. Pour la première fois en 3 semaines de drame et de danger, Emma Johnson, la courageuse petite fille qui avait affronté la corruption et gagné, était complètement sans voix. 3 mois plus tard. Emma se tenait dans le box des témoins d'une autre salle d'audience, celle-ci remplie d'agents du FBI, de procureurs fédéraux et de certains des esprits juridiques les plus importants du pays. Mais elle n'était plus nerveuse. Elle avait appris que dire la vérité, peu importe à quel point on avait peur, était toujours le bon choix. Mademoiselle Johnson, a déclaré la procureure fédérale Williams, une femme aimable qui avait passé des semaines à préparer Emma à ce moment. Pouvez-vous raconter au tribunal la première fois où vous avez soupçonné que quelque chose n'allait pas dans le cas de Monsieur Thompson? Emma regarda la salle d'audience bondée. Au premier rang étaient assis Michael et William Thompson, désormais complètement rétablis et de retour à la tête de son entreprise. À côté d'eux était assis le détective Chen, l'agent Mitchell et, surtout, une femme avec les mêmes boucles noires et les mêmes yeux marrons qu'Emma, sa mère, Sarah Johnson. Les retrouvailles d'il y a 3 mois avaient été tout ce qu'Emma avait espéré et plus encore. Sa mère l'avait tenue dans ses bras pendant des heures, expliquant en larmes comment elle avait été forcée de disparaître pour protéger Emma, comment elle avait regardé de loin Emma grandir courageuse, intelligente et gentille. Combien elle était fière de la petite fille qui était devenue une héroïne. Je savais que quelque chose n'allait pas, a déclaré Emma clairement au micro, parce que l'avocat de M. Thompson ne se comportait pas comme un vrai avocat. Les vrais avocats se battent pour leurs clients, ils s'opposent aux questions injustes. Ils ne laissent pas les procureurs dire des choses méchantes sans s'exprimer. Dans la section des accusés, le juge Harrison était assis menotté, son visage était un masque de rage et de défaite. À côté de lui, Richard Davis semblait petit et brisé. Victoria Sterling, transportée de sa cellule de prison pour le procès, regardait le sol. « Et qu'est-ce qui vous a fait soupçonner l'implication du juge Harrison » demanda doucement le procureur Williams. Emma a sorti son carnet. Désormais un élément de preuve clé dans l'affaire fédérale. J'ai commencé à remarquer des schémas récurrents. Les affaires du juge Harrison semblaient toutes se terminer de la même manière.
des familles riches perdaient leur argent, et il regardait constamment sa montre pendant le procès, comme s'il craignait que le temps ne s'écoule. Très observatrice, et Emma. Peux-tu raconter au tribunal la nuit à l'hôpital? La voix d'Emma devint plus forte alors qu'elle racontait les événements. Elle avait raconté cette histoire des dizaines de fois aux agents du FBI, aux procureurs et aux psychologues, mais il n'était jamais devenu plus facile de se rappeler à quel point elle avait eu peur. Le juge Harrison m'a dit que mon père avait été assassiné parce qu'il refusait de prendre leur argent, mais ce n'était pas vrai. Plus tard, l'agent Mitchell m'a dit que mon père était mort d'un cancer, comme je l'ai toujours su, le juge Harrison essayait de me faire peur pour que je les aide. L'avocat de la défense de Harrison s'est levé. Objection, votre honneur, oui dire. La juge fédérale Patricia Wong, qui avait été amenée d'un autre district pour garantir l'équité, regarda Emma avec bienveillance. L'objection est notée, mais compte tenu des circonstances extraordinaires de cette affaire et de l'âge du témoin, j'autoriserai le témoignage. Emma a continué son histoire, expliquant comment son père l'avait entraînée à remarquer les détails. Comment il l'avait préparée, sans qu'elle le sache, pour le jour où elle pourrait avoir besoin de se battre pour la justice. Quand elle eut fini, la salle d'audience était complètement silencieuse. Même certains agents du FBI s'essuyaient les yeux. Merci, Emma, dit doucement le procureur Williams, votre honneur, le gouvernement se repose. Pendant la récréation, Emma était assise avec sa nouvelle famille à la cafétéria du palais de justice. Michael l'avait officiellement adoptée il y a 2 semaines, faisant d'elle Emma Thompson Johnson. Elle a gardé les 2 noms parce que, comme elle l'a dit au juge d'adoption, je veux honorer mon vrai père et mon nouveau père. Comment te sens-tu? A demandé Sarah Johnson à sa fille. Je sais que cela a été difficile. Emma réfléchit sérieusement à la question. Je suis triste pour papa, mais heureuse qu'il ait aidé à attraper les méchants. Je suis en colère que le juge Harrison ait menti à ton sujet, mais heureuse que nous soyons ensemble maintenant. Surtout, j'ai l'impression, elle marqua une pause, cherchant le mot juste, que papa serait fier. William Thompson, qui utilise désormais une simple canne au lieu d'un fauteuil roulant, sourit à sa petite fille adoptive. Ton père serait très fier, Emma, tu as terminé quelque chose de très important qu'il a commencé. Et le meilleur dans tout ça, a ajouté Michael, c'est que grâce à votre témoignage, le FBI a identifié 12 autres familles victimes de l'opération de Harrison, et leur argent leur a été restitué. Emma hocha la tête pensivement. Bien. C'est comme ça que fonctionne la justice, elle ne se contente pas de punir les méchants, elle aide aussi les bons. L'agent Mitchell s'est approché de leur table avec une expression sérieuse. Emma, je dois te dire quelque chose. L'avocat du juge Harrison veut conclure un marché. Il propose de révéler l'emplacement de tout l'argent caché en échange d'une réduction de peine. Emma réfléchit attentivement à cela. Les familles récupéreront-elles leur argent? Tout. Alors je pense que c'est bien, dit Emma. La justice ne consiste pas à se venger, mais à arranger les choses. Alors qu'il retournait dans la salle d'audience pour la séance de l'après-midi, Emma ressentit la présence de son père plus fortement qu'elle ne l'avait ressenti depuis sa mort. Elle n'était plus la petite fille effrayée qui s'était cachée dans les galeries du palais de justice. Elle était Emma Thompson Johnson, fille d'un héros, sœur d'un homme bon, petite fille d'un sage aîné et championne de la justice à part entière. La vraie bataille avait été gagnée il y a des mois dans une chambre d'hôpital. Ce procès n'était que la célébration de la victoire. 6 mois après le procès, Emma se tenait dans l'aile pédiatrique récemment rénovée de l'hôpital presbytérien, regardant des dizaines d'enfants jouer dans l'espace lumineux et joyeux qui portait une petite plaque. La salle de jeu commémorative Robert Johnson, où le courage commence par l'attention. L'aile avait été financée par les actifs récupérés lors de l'opération criminelle de Harrison. Et Emma avait insisté pour qu'une partie soit dédiée à la mémoire de son père. Il semblait approprié que dans le même hôpital où elle avait sauvé la vie de William Thompson, les enfants puissent désormais jouer et guérir dans un espace rendant hommage à l'homme qui lui avait appris que la justice valait la peine d'être défendue. Un sou pour tes pensées? Demanda Michael en s'approchant avec 2 chocolats chauds achetés au café de l'hôpital. Emma accepta la tasse chaude avec gratitude. Je pensais à quelque chose que la juge Wong a dit après la condamnation. Elle a dit que parfois, la justice prend du temps, mais qu'elle est toujours rendue si les bonnes personnes n'abandonnent pas. La condamnation a été complète et satisfaisante.
le juge Harrison a été condamné à 35 ans de prison fédérale. Richard Davis a 15 ans et n'exercera plus jamais le droit. Victoria Sterling a été condamnée à 20 ans avec possibilité de libération conditionnelle dans 12 ans. Plus important encore. Chaque famille victime de leur opération a vu ses biens restitués avec intérêt. En parlant de braves gens qui n'abandonnent pas, dit Michael en souriant, j'ai des nouvelles. Le FBI a appelé ce matin. Emma leva les yeux avec intérêt, ses yeux pétillant déjà de curiosité. Bonne ou mauvaise nouvelle? Absolument pas mal. Ils ont identifié l'opération de Harrison comme faisant partie d'un réseau national plus vaste. Votre témoignage et les preuves que vous avez recueillies les ont aidés à monter des dossiers dans 6 autres États. Ils estiment que plus de 200 familles ont été victimes de stratagèmes similaires. Emma sentit ce frémissement familier dans sa poitrine, celui qu'elle ressentait toujours lorsque son instinct d'enquêteur prenait le dessus. Est-ce qu'ils vont tous les attraper? Avec votre aide, c'est possible. L'agent Mitchell veut savoir si vous seriez intéressé par l'examen de certains dossiers. Apparemment, vous avez un talent particulier pour repérer les tendances que les adultes ne voient pas. Emma a sérieusement réfléchi à cela. À 9 ans. Elle avait fêté son anniversaire le mois dernier avec sa mère biologique et sa famille adoptive. Elle avait plus d'expérience en matière d'enquête criminelle que la plupart des policiers. Mais elle devenait enfin une enfant normale, elle allait à l'école, se faisait des amis, jouait au football. Puis-je y réfléchir, demanda-t-elle. Bien sûr. Il n'y a aucune pression, Emma. Tu en as déjà fait plus qu'assez. Ils traversèrent les couloirs de l'hôpital, passèrent devant la chambre où Emma avait affronté Victoria Sterling pour la première fois. Puis devant l'unité de soins intensifs où elle avait sauvé la vie de William Thompson. L'hôpital semblait différent maintenant, ni effrayant ni dangereux, mais paisible et porteur d'espoir. Dans le hall principal, ils rencontrèrent Sarah Johnson, de retour à New York et désormais avocate pour les victimes de crimes en col blanc. Les retrouvailles avec sa mère n'avaient pas été parfaites, il restait des moments de gêne. Des années de séparation à surmonter, mais elles construisaient ensemble quelque chose de nouveau et de fort. Comment s'est passée l'école aujourd'hui? Demanda Sarah en serrant sa fille dans ses bras. Bien. J'ai eu un A à mon rapport sur le système judiciaire, répondit fièrement Emma. Madame Henderson a dit que c'était très, comment dire? Perspicace. William Thompson s'approcha de l'ascenseur, se déplaçant désormais avec aisance, avec seulement une légère inclinaison du côté gauche. L'AVC avait laissé des séquelles minimes. Et il attribua la vivacité d'esprit d'Emma à son salut, non seulement pour sa vie, mais aussi pour son esprit. Emma, ma chère, j'ai quelque chose pour toi. Dit-il en sortant un petit paquet emballé. Emma l'ouvrit avec précaution pour révéler un magnifique journal relié en cuir, bien plus joli que son ancien carnet, avec ses initiales gravées en or. ETJ. Pour votre prochaine enquête, dit William avec un clin d'œil. Emma passa ses doigts sur le cuir lisse. Merci, grand-père William. Mais, je ne suis pas sûr qu'il y aura une prochaine enquête. Peut-être que je veux juste être un enfant normal pendant un moment. Et c'est parfaitement normal, lui assura-t-il. Mais les héros ne cessent pas d'être des héros simplement parce qu'ils ne sont pas héroïques. Ils sont des héros parce qu'ils sont intérieurement. Alors qu'ils quittaient l'hôpital ensemble, la famille Thompson-Johnson. Au complet et entière, Emma réfléchit à tout ce qui s'était passé depuis le jour où elle s'était présentée au tribunal et avait déclaré. Je peux le défendre. Elle avait appris que la justice ne consistait pas à être le plus intelligent, le plus fort, ni même le plus courageux. Il s'agissait d'être suffisamment bienveillant pour agir quand il le fallait et d'être prêt à défendre ce qui est juste, même quand cela faisait peur. Elle avait appris que les familles n'étaient pas seulement faites de sang, mais de personnes qui choisissaient de s'aimer et de se protéger les unes les autres. Surtout, elle avait appris que l'héritage de son père ne résidait pas seulement dans le travail qu'il avait accompli au sein du FBI, mais aussi dans les valeurs qu'il lui avait transmises, le courage. La compassion et une conviction inébranlable que la vérité triompherait toujours si les bonnes personnes refusaient d'abandonner. L'agent Mitchell avait vu juste. La véritable bataille avait été gagnée dans cette chambre d'hôpital. Depuis, tout n'a fait que garantir la pérennité de la victoire. Emma Thompson-Johnson, âgée de 9 ans. Combattante du crime chevronné et nouvellement devenue une enfant ordinaire, était prête à affronter tout ce qui allait suivre. Un an plus tard, Emma se trouvait à nouveau devant un tribunal. Mais cette fois, par choix.
Le tribunal des affaires familiales de Manhattan était différent du lieu froid et formel où son parcours avait débuté. Il était plus petit, plus chaleureux. Axé non pas sur la punition, mais sur la guérison. Aujourd'hui était le jour où l'adoption d'Emma par Michael serait finalisée lors d'une cérémonie spéciale, rendant légal ce qui était vrai dans leur cœur depuis des mois. Emma avait demandé que la cérémonie ait lieu exactement 1 an après la condamnation du juge Harrison, transformant ainsi un jour de justice en un jour de célébration. « Êtes-vous nerveux ?» demanda le détective Shen. Capitaine Shen après ses félicitations pour l'affaire Harrison. Alors qu'ils attendaient dans le couloir. Emma réfléchit à la question. Un peu, mais c'est une bonne angoisse. Comme quand on est sur le point d'obtenir ce qu'on a toujours voulu. La salle d'audience était remplie d'amis et de membres de la famille. Sarah Johnson était assise au premier rang, rayonnante de fierté. William Thompson était là avec sa nouvelle petite amie. Le docteur Martinez de l'hôpital, un magnifique résultat du chaos qui les avait réunis. Les agents Mitchell et Rodriguez étaient assis côte à côte. Encore stupéfaits qu'une affaire sur laquelle ils avaient travaillé pendant 3 ans ait été résolue par un enfant de 8 ans muni d'un carnet. Même des invités inattendus étaient venus. Le procureur Morrison, désormais ami de la famille, et Madame Patterson du centre communautaire. Les larmes aux yeux en voyant la jeune fille qu'elle avait autrefois protégée trouver la famille qu'elle méritait. La juge Patricia Wong, qui avait présidé le procès Harrison, a souri chaleureusement lorsque la famille Thompson-Johnson s'est approchée du banc. Cela signifie que Michael devient mon père légal et que je deviens sa fille légale. Et nous promettons de prendre soin l'un de l'autre pour toujours, répondit Emma avec assurance. Et Michael? Promets-tu d'aimer et de prendre soin d'Emma comme de ta propre fille? Michael baissa les yeux vers Emma, les yeux brillants. Je vous le promets, votre honneur. Elle est déjà ma fille dans tous les domaines qui comptent. En vertu des pouvoirs qui me sont conférés par l'État de New York, je déclare cette adoption définitive. Emma Thompson-Johnson. Vous êtes désormais officiellement et légalement la fille de Michael Thompson. La salle d'audience a éclaté en applaudissements. Mais Emma l'entendit à peine. Elle était trop occupée à serrer son nouveau père dans ses bras, ressentant enfin la chaleur de l'appartenance. Lors de la réception qui a suivi dans le hall du palais de justice, Emma s'est déplacée dans la foule, acceptant les félicitations, bouleversée par le nombre de personnes qui se souciaient vraiment d'elle. Mais le moment le plus significatif est arrivé lorsque l'agent Mitchell l'a prise à part. Emma, je voulais que tu entendes les chiffres définitifs. Le FBI a clos l'affaire Harrison. Elle a conduit à 47 arrestations dans 12 États, a récupéré plus de 60 millions de dollars de biens volés et a restitué des biens et des économies à plus de 300 familles. Et tout a commencé, dit-elle, parce qu'une petite fille a remarqué qu'un avocat ne se battait pas assez pour son client. Emma ressentait de la satisfaction, mais aussi une fermeture. Le travail de son père était terminé. Vraiment terminé. Agent Mitchell, puis-je vous demander quelque chose? Bien sûr. Tu penses que mon papa serait fier? L'agent Mitchell s'est agenouillé à son niveau, comme elle l'avait fait cette nuit-là à l'hôpital. Emma, ton père serait étonné. Il a passé des mois à monter ce dossier. Mais toi, vous avez accompli en 3 semaines ce que nous n'avions pas pu faire en 3 ans. Vous avez rendu justice non seulement à cette famille, mais à des centaines de familles dont nous ignorions même les souffrances. Emma hocha la tête, la paix s'installant au plus profond de sa poitrine. Bien. C'est tout ce que j'ai toujours voulu. À la fin de la réception, la famille Thompson-Johnson s'est réunie pour des photos. Emma se tenait entre Michael et sa mère, avec William à leur côté, entourée de tous ceux qui avaient contribué à la création de cette famille. Alors, a demandé Michael, quelle est la prochaine étape pour nous? Emma réfléchit sérieusement. J'aimerais bien finir mes 9 ans. Peut-être apprendre à faire du vélo. Et surtout, m'améliorer au foot. Et peut-être que plus tard, je pourrais aider d'autres enfants. Des enfants qui ont besoin de quelqu'un pour les défendre. Sarah sourit. Je pense que cela ressemble à un plan parfait. Alors qu'ils sortaient sous le soleil éclatant de New York, Emma réfléchissait à tout ce qui les avait amenés ici. Elle avait appris que les héros étaient de toute taille. Que les familles peuvent être construites par l'amour autant que par le sang. Que la justice ne se résume pas à la punition, mais concerne aussi la protection et la restauration. Surtout,
Elle avait appris que lorsque quelqu'un que vous aimez vous apprend à être courageux, ce courage devient une partie de qui vous êtes. Pour toujours. La petite fille qui s'est un jour tenue devant le tribunal et a dit « Je peux le défendre », maintenant elle était entourée de gens qui la défendraient toujours. Tout comme elle serait toujours prête à défendre les autres qui avaient besoin de quelqu'un pour croire en eux. Parce que la justice ne se résume pas à une seule victoire, il s'agit de construire un monde où chacun a sa place. Où la vérité compte plus que le pouvoir, et où même la plus petite voix peut tout changer.